Bonjour Ulrich Bouna, merci d'être notre invité, analyste géopolitique, spécialiste d'Europe centrale et d'orientale. Expliquez-nous comment ça se passe pour ces soldats. Est-ce qu'on sait comment ils sont recrutés, s'ils sont envoyés de force combattre face aux Ukrainiens ? Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, on parle d'environ 12 000 hommes. La plupart sont des conscrits nord-coréens. Il faut savoir qu'en Corée du Nord, grosso modo, tous les hommes adultes sont censés faire un service militaire qui dure plusieurs années. Et une partie de ces soldats ont donc environ 10 000. L'armée nord-coréenne, c'est à peu près 1 million d'hommes. Environ 10 000 ont été envoyés en Russie. Il est probable qu'ils aient subi une formation extrêmement sommaire de quelques semaines. Il faut comprendre que les Nord-Coréens ne se sont jamais vraiment battus. Depuis la fin de la guerre de Corée, il y a eu quelques centaines de soldats qui sont partis encadrer des troupes un petit peu partout dans les pays communistes. Mais en tous les cas, voilà, ces hommes-là ne connaissent rien au front et ça se remarque sur le terrain. On voit que ces hommes ne savent pas ce qu'est un drone, on voit que ces hommes ne savent pas du tout ce qu'est la guerre en Ukraine, qui est une guerre d'artillerie extrêmement intense. Et effectivement, ça cause une dévastation parmi ces troupes. D'où la chair à canon dont parle Washington. Oui, complètement. Alors, les chiffres divergent un peu. Les Ukrainiens parlent d'environ 3 000 morts et blessés. Les Américains et les Sud-Coréens d'environ 1 000 morts et blessés. Mais au-delà de ces chiffres, effectivement, on est sur donc quasiment 10% du contingent nord-coréen envoyé qui a été détruit en fait par l'armée ukrainienne. Et ça se comprend quand on voit les vidéos qui arrivent du terrain. On voit des hommes qui attaquent véritablement en ligne, sur terrain découvert. Ça peut véritablement faire penser aux assauts en fait de la guerre de 14 avec des hommes avançant en ligne vers les tranchées ennemies. On est vraiment là-dessus avec des drones qui voient ça et donc qui s'abattent immédiatement sur ces soldats nord-coréens. Et effectivement, on est véritablement là sur de la chair à canon, il n'y a aucun doute. Alors restez avec nous, on va aller à Kiev où se trouve notre envoyé spécial Pierre Barbin pour BFM TV. Ça inquiète la population, ces soldats envoyés par milliers en renfort? Tout ce qui vient renforcer l'armée russe inquiète forcément les Ukrainiens. Surtout, on sait que ces soldats nord-coréens interviennent dans la région russe de Koursk, occupée en partie par l'armée ukrainienne, mais qui ne cesse de reculer depuis plusieurs semaines. Volodymyr Zelensky sait tout cela. C'est aussi sans doute la raison pour laquelle il a pris la parole hier soir. Mais il y a autre chose qui inquiète forcément le pays, puisque la Corée du Sud dit avoir récemment observé des préparatifs montrant que la Corée du Nord allait envoyer de nouveaux soldats pour aider Moscou face aux Ukrainiens. On sait aussi que Pyongyang serait en train de fabriquer de nouvelles armes, des drones pouvant s'autodétruire. Ensuite, ces armes seraient livrées à Moscou, un bien précieux, une aide essentielle dans cette guerre qui l'oppose à l'Ukraine depuis bientôt 3 ans maintenant. Il faut dire à l'inverse que la Corée du Nord n'a jamais confirmé ou démenti la présence de ces soldats nord-coréens face aux Ukrainiens. Même chose pour le Kremlin d'ailleurs, qui élude sans cesse la question. Merci beaucoup Pierre Barbin avec Clément Gros-Denier en direct de Kiev pour BFM TV. Ulrich Bouna, Moscou qui envoie des soldats nord-coréens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus assez de soldats russes dans cette guerre? C'est ça. Ça veut en partie dire ça. Effectivement, les Russes, comme on le sait, refusent, en tout cas le Kremlin refuse de faire une nouvelle mobilisation partielle parce que ça déstabilise la société. On a vu ce qui s'était passé lors de la première vague en 2023. Donc effectivement, dans ce cadre-là, le Kremlin cherche à éviter à tout prix de lancer une nouvelle mobilisation, mais dans le même temps essaie de grappiller un maximum de terrain, notamment l'oblast de Koursk qui a une valeur symbolique très importante et un petit peu l'un des derniers atouts ukrainiens. Et donc effectivement, comme les assauts mécanisés ne fonctionnent pas, la Russie du coup a recours à des vagues de soldats, des vagues humaines de soldats. Et donc effectivement, on voit que l'armée russe actuellement perd plus d'hommes qu'elle n'en recrute, donc elle a besoin un petit peu de faire feu de tout bois. Et donc effectivement, ces 10 000 hommes nord-coréens, même s'ils sont mal formés, ils peuvent servir de masse finalement pour submerger les lignes ukrainiennes. Il y a à peu près 50 000 hommes russes qui sont mobilisés sur l'oblast de Koursk. Donc vous imaginez bien que 10 000 hommes de plus, ça fait quasiment 20%. Donc c'est relativement colossal en fait. Et ça peut servir éventuellement à faire la décision de façon très localisée. 10 000 aujourd'hui, vous nous dites, ça peut être d'autant plus demain.
en l'occurrence? Alors, c'est une vraie question. Effectivement, les Sud-Coréens, comme l'a dit votre reporter, ils ont identifié que potentiellement de nouveaux hommes allaient arriver. Les chiffres sont vraiment difficiles à confirmer. Est-ce que ce sont des hommes qui vont venir en relève de ceux qui sont déjà là et qui vont repartir du coup au pays? Est-ce que ce sera des hommes en plus? C'est très difficile à dire. Il est peu probable que Kim Jong-un engage l'essentiel de son armée parce que c'est pas sa guerre. Sa guerre, elle se déroule avec la Corée du Sud. Et parce que je suis pas certain que les Nord-Coréens, quand bien même ils soient fanatiques de Kim Jong-un, aient véritablement envie de mourir pour un pays et pour une guerre qu'ils ne comprennent pas, d'ailleurs, soyons honnêtes. Mais en revanche, effectivement, rajouter ne fût-ce que par exemple 5 à 6 000 hommes de plus, ça fait 10% de plus dans le contingent russe et donc ça peut permettre encore une fois d'aider la Russie de grappiller ce terrain dans l'oblast de Koursk. Sachant qu'on le rappelle, officiellement, ces soldats nord-coréens qui combattent pour le compte de la Russie n'existent pas, c'est un sujet tabou. Est-ce que la Russie a d'autres réserves comme ça d'hommes dans des pays amis, entre guillemets? Pas tant que ça. Il y a effectivement, on a vu ressortir de temps en temps en fait des espèces de canaux d'immigration un peu plus ou moins clandestins qui essayent de faire venir des hommes d'un peu partout dans le monde. On a vu des Coréens, des Indiens, des Sri Lankais qui étaient trompés pour venir travailler soi-disant en Russie, qui se retrouvaient dans l'armée. On a vu aussi quelques Syriens partir pour le coup, ou même des Houthis yéménites partir, mais c'est en général quelques centaines d'hommes. C'est pas ça qui fait la différence. Là véritablement, ce qui fait la différence entre la Corée du Nord et la Russie, c'est le nombre, mais c'est surtout que c'est véritablement validé par un État, la Corée du Nord. Et donc, c'est la première véritable internationalisation du conflit, dans le sens où il y a un nouvel État, la Corée du Nord, qui participe désormais à la guerre.